je remarquais, si vous voulez, qu'après un petit travail mi-historique, mi-philosophique, eh bien, il y a peut-être 5 grandes conceptions de la dignité qui se présentent à vos suffrages, hein, que j'essayais de présenter tour à tour. Après un travail à la fois philosophique et historique, il m'est apparu qu'il y avait 5 grandes conceptions de la dignité sur le marché des concepts. Alors une conception bourgeoise, une conception, on va dire chrétienne pour aller vite, une conception kantienne, alors je ne peux pas vous épargner un petit mot sur Emmanuel Kant, une conception relationnelle et enfin une conception moderne. 5 grandes conceptions de la dignité, bourgeoise, chrétienne, kantienne, relationnelle et moderne. Alors j'en dis un petit mot rapidement, et après on en discute. Tout d'abord bourgeoise. Parce que ça, on n'a peut-être pas assez remarqué, mais la valeur de dignité est d'abord une valeur d'origine bourgeoise. Les nobles de l'Ancien Régime, ils se souciaient beaucoup plus d'honneur que de dignité. La valeur suprême pour les nobles, pour les gentilshommes, c'était l'honneur. Or, les bourgeois ne peuvent pas lutter avec les nobles sur le terrain de l'honneur. Si vous n'êtes pas un noble, si vous n'êtes qu'un bourgeois, si vous n'avez pas du sang bleu dans les veines, mais un sang banalement rouge, vous n'êtes pas un homme d'honneur. Alors bien sûr, le grand désir des bourgeois, c'est d'être de gentilshommes, c'est d'être anobli, c'est de recevoir des titres de noblesse. C'est ce que raconte justement Molière dans Le bourgeois gentilhomme, qui n'est pas seulement une pièce géniale et génialement drôle, mais une pièce qui dit quelque chose de vrai historiquement, à savoir que justement, à cette époque-là, 17e, 18e, les bourgeois ont très envie d'être ennoblis, de recevoir des quartiers, des titres de noblesse. Alors évidemment, après, même si on vous donne des titres de noblesse, il y aura toujours des nobles qui le sont depuis beaucoup plus longtemps que vous, qui viendront se moquer de vous en disant « Quoi ça, un noble, il était hier encore drapier hein ?» Vous savez qu'on a appris récemment que Chirac s'est fait un peu avoir sur toute la ligne quand il a épousé Bernadette. C'est le moment un peu voici de mon exposé. J'espère que ce ne sera pas le seul qui vous intéressera. Chirac était un tout petit bourgeois, un fils d'instituteur laïque, radical socialiste de Corrèze. Et il a fait de bonnes études, il est entré à Sciences Po, et Chirac était à l'époque un homme très beau, extrêmement sympathique et séduisant, et ses copains qu'il connaissait à l'époque disaient qu'il pouvait avoir à peu près toutes les filles qu'il voulait. Or un jour on l'a vu fréquenter Bernadette de Chaudron de Courcelles, qui n'était pas la plus sexy des filles de Sciences Po. Vous me direz, il y a des modes en matière de beauté, hein, bon, mais, parce que des fois, quand on voit Rubens, nous, ça ne nous plaît pas. Mais même déjà à l'époque, non, c'était quand même pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de voir Chirac fréquenter Bernadette. Et en fait, il a plus ou moins avoué qu'il était fasciné par la noblesse, par l'idée d'épouser une noble. Il avait dit d'ailleurs à un de ses copains de Sciences Po à l'époque, Olivier Stirn, je ne sais pas s'il parlait déjà comme ça, figure-toi que nous continuons à nous vous voyer. À l'époque, les garçons et les filles se vous voyaient, vous vous tutoyez tous. Je pense qu'en terminale, à l'époque, en tout cas à la fac, en terminale à l'époque, alors les filles se tutoyaient entre elles, les garçons se tutoyaient entre eux, mais les garçons, vous voyez, vous soyez comme on veut les filles. Généralement, on passait du vous au tu, le vouvoiement sautait, si j'ose m'exprimer ainsi, au moment du premier baiser. Ce qui se passe souvent d'ailleurs encore, enfin j'en sais rien, je connais. Mais toujours est-il que normalement, après qu'on a commencé à étreindre une femme, une jeune fille à l'époque, on se met. Et Bernadette a continué à vous voyer Chirac, qui était tout surpris, et il a trouvé ça extraordinaire, l'idée d'entrer dans ce royaume étrange, enfin fascinant, qu'est le royaume de la noblesse. Oui, mais le pauvre Jacques, en fait, il s'est fait un peu avoir. Parce qu'on a appris plus récemment que les 2 Chaudrons de Courcelles, c'était de la toute petite noblesse et très récente noblesse. En fait, ils ont acheté quelques titres de noblesse, alors qu'il paraît que les Sarkozy, eux, c'est de la vieille noblesse hongroise. Il paraît que les 2 Chaudrons de Courcelles, c'est de la... Il y avait un dessin dans le Canard enchaîné où on voyait Chirac qui lisait un texte, un journal sur lequel il était mis les 2 Chaudrons de Courcelles, même pas nobles, ou quelque chose comme ça. Enfin, et il se tournait vers Bernadette et il disait « Et vous n'êtes même pas noble ». Donc il s'est fait un peu avoir. Bref, la valeur suprême pour les nobles, c'était l'honneur. Les bourgeois ne pouvaient pas lutter avec les nobles sur le terrain de l'honneur, sauf s'ils recevaient des titres de noblesse. Mais s'ils n'en recevaient pas, il fallait bien qu'ils trouvent une autre valeur que l'honneur. Et voilà pourquoi les bourgeois ont promu au rang de valeur suprême la valeur de dignité. Et c'est une valeur bourgeoise. Et alors qu'est-ce que disent les bourgeois au sujet de la dignité? Eh bien, il dit une chose très importante, si vous voulez.
ils disent que la valeur d'un homme, ou dignité, parce que dignité vient du latin dignus, je parle cette fois-ci sous le contrôle du bon père Bon, dignité, ça vient du latin dignitas, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Dignitas vient soi-même du l'adjectif latin dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Dignus, ça veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Eh bien, la grande idée des bourgeois, c'est que la valeur ou la dignité d'un homme, elle dépend moins de leur état que de leur conduite. Dans l'Ancien Régime, la valeur des hommes dépendait plus de leur état que de leur conduite. Qu'est-ce que je veux dire par état? Ça veut dire que si vous étiez marquis, si vous étiez cardinal, eh bien, vous aviez plus de valeur que si vous étiez un simple bourgeois ou un simple paysan, un simple vilain, un simple serf. Voyez, la valeur ou la dignité des hommes dépendait plus de leur état que de leur conduite. Du moment où vous étiez un homme, même si vous conduisiez très mal, vous étiez un homme de plus de valeur qu'un paysan qui se fût très bien conduit. Or, les bourgeois ont trouvé ça scandaleux. Ils se sont révoltés contre cette espèce de fatalité qui voulait que la valeur des gens tînt à leur naissance, voyez. Et ils ont dit non, c'est inadmissible. La valeur ou la dignité des hommes, elle ne doit pas dépendre de leur état, c'est-à-dire de leur naissance. Elle doit dépendre de leur conduite. Et je trouve cette idée magnifique. C'est cette idée qui a fait la Révolution française. L'affirmation sur laquelle il faut respecter la dignité des hommes, elle se trouve déjà, peut-être pas aussi explicitement que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais déjà dans les déclarations de 89, vous avez cette idée selon laquelle ce qui fait la valeur des hommes, c'est moins leur état que leur conduite. Et c'est la grande idée bourgeoise, c'est ça la conception bourgeoise de la dignité. La dignité des hommes dépend de leur conduite. Magnifique. Magnifique, mais pas si magnifique que ça. Parce que si la dignité des hommes dépend de leur conduite, alors tous les hommes ne sont pas dignes. Seuls vont être dignes ceux qui se conduisent dignement. Et résultat, on va faire là encore une scission, une discrimination entre les gens qui vont être dits dignes parce qu'ils se conduisent dignement et les gens qui vont être considérés comme indignes parce qu'ils ne se conduisent pas dignement. Vous voyez, la conception bourgeoise de la dignité est une conception discriminante, il y a des dignes, il y a des indignes, et hiérarchisante. Hiérarchisante, pourquoi? Parce que parmi ceux qui sont dignes, il y en a qui le sont un peu, d'autres beaucoup, d'autres passionnément, d'autres à la folie. Il y a des degrés à la dignité. Donc pour les bourgeois, il ne suffit pas d'être homme pour être digne. Car pour être digne, il faut avoir une conduite qui le soit digne. Et la conduite, la question qui vous brûle les lèvres, que vous avez envie de poser, mais je la pose pour que vous n'ayez pas besoin de le faire, c'est alors, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme conduite pour être digne? Si pour les bourgeois, la dignité dépend de la conduite, alors quelle conduite faut-il avoir pour être digne? Pour le savoir, eh bien, ouvrons un dictionnaire du début du XIXe siècle, ou mieux lisons un peu de Maupassant, parce que c'est aussi un de mes partis que de philosopher en utilisant au moins autant les écrivains littéraires que les écrivains philosophes. Pour savoir ce que c'est qu'une conduite digne aux yeux des bourgeois, ouvrons un dictionnaire du XIXe siècle, ou mieux lisons un peu de Maupassant, et on aura la réponse. Dans un dictionnaire du début du XIXe siècle, à l'article dignité, vous avez évidemment des synonymes et des antonymes. Et comme synonyme de dignité, on trouve quoi? Retenue, majesté, componction, maintien, pudeur. Pudeur parce qu'il y a un rapport entre la pudeur et la dignité. C'est quelqu'un qui est blessé dans sa pudeur, souvent il dit, il se drape dans sa dignité. Vous connaissez cette formule, se draper dans sa dignité. Quelqu'un qui a gêné dans sa pudeur. Alors voilà les synonymes, grandeur, componction, maintien, contenance, tenue, décence, etc. Pudeur. Et comme antonyme, comme contraire de dignité, alors bien sûr indignité, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, plus intéressant, les contraires de dignité, c'est la bassesse et c'est le laisser aller. Et à la lumière de cette définition, eh bien, on peut faire la différence entre la conduite de la dame très digne et la conduite de la dame indigne. La dame très digne ne sort jamais dans les rues du bourg, la bourgeoise ne sort jamais dans les rues du bourg que les poings, les lèvres et les fesses serrées autour de son sentiment de dignité. Elle se contient, elle se retient, elle se tient. Quand vous dites « oh, c'est une dame très digne », vous avez tout de suite l'image, vous voyez, de quelqu'un qui se tient, qui se contient, qui se retient. Et d'autre côté, la démarche de la femme indigne, alors c'est la prostituée du coin, alors elle, au contraire, elle se laisse aller. Et Maupassant dit ça très bien dans une nouvelle géniale qui est La Maison Tellier, où justement il oppose un peu la femme digne à la femme indigne. Alors les femmes indignes, ce sont les prostituées de la Maison Tellier. La première page est absolument géniale parce qu'il s'appelle La Maison Tellier.
Et au début, on ne sait pas qu'en fait, il s'agit d'un bordel. Et il nous dit c'était une maison. On allait là le soir entre amis, il y avait 2 entrées, l'une pour les bourgeois, où se trouvaient les filles de plus haute extraction, l'autre pour les matelots. Bon. Mais alors il se trouve qu'un jour la maison est close. Bon, elle l'était déjà, mais elle est close. Et alors tous les hommes qui veulent aller au bordel sont très inquiets. Il y en a un qui gratte une allumette et il voit fermé pour cause de première communion. Et en effet, la patronne du bordel avait un frère établi menuisier dans l'arrière-pays normand, Rivet. À l'occasion de la communion solennelle de la fille de ce frère, dont elle était la marraine, on décida d'un rapprochement familial. Mais madame ne voulut pas laisser ses filles au proie des seuls grossiers appétits des hommes. Elle emmena donc toute sa garnison à la communion. Et alors vous avez toutes les putes qui montent dans le train. Et alors au début, elles se conduisent comme des femmes indignes, parce que justement, elles se laissent aller. Alors, il fait très chaud. Résultat, elles se décollettent largement. Elles rient fort. Rappelez-vous la description qu'en fait Maupassant. Il y en a une qui est surnommée Flora Balançoire. Parce qu'elle boite un peu, mais surtout elle ne peut marcher sans se déhancher outrageusement. Voyez. Et ça, c'est considéré comme indigne par les bourgeois, parce que cette ondulation horizontale en rappelle une autre, sur laquelle on ne serait pas là, enfin, tant qu'on fera les bébés dans les lits. Alors que la bourgeoise, elle a une démarche, si vous voulez, très digne, avec justement un corset comme ça qui tient une jupe serrée, qui fait que là, il ne doit y avoir aucune ondulation libidinale dans la démarche. Une autre, Rosa Larosse, a toujours la bouche ouverte. Alors que la bourgeoise, elle doit absolument se retenir, se contenir. Chez les bourgeois, on dit « ferme ta bouche ». Ce qui donnera aux vieilles bourgeoises, quand elles sont devenues très vieilles, vous savez, toutes ces petites rides comme ça. Pas les rides magnifiques de quelqu'un comme Belmondo qui a beaucoup ri et souri, Menuhin, mais les rides de quelqu'un qui, toute sa journée... Une autre exhibe sans vergogne de gros seins mous. Une dernière a toujours la bouche ouverte et ne dissimule même pas aux passants l'absence de quelques dents. Et alors... elle rit fort, elle se laisse aller, ce sont des femmes indignes. Mais à un moment, le train s'arrête et un couple de bourgeois monte dans le compartiment. Très vite, alors elles se retiennent, et voilà ce qu'écrit Maupassant. Elles prirent pour faire valoir leur dignité de femmes du monde, elles se redressèrent et prirent une contenance. Ben voilà la dignité bourgeoise, vous voyez. La dignité, c'est la contenance, le maintien, la tenue. L'indignité, c'est le laisser aller. J'imagine dans mon petit bouquin d'autres personnages, par exemple le Lord anglais, vous voyez, qui marche comme ça, un balai dans le fondement, avec un costume prince de Galles, et même s'il y a un fiacre qui passe et qui lui envoie de la boue sur le costume, au lieu de s'énerver, il va rester extrêmement digne. I beg your pardon, on va dire, oh, c'est un homme très digne, ça. Et à côté, vous avez au contraire l'alcoolique qui sort de l'estaminet du coin, ça veut dire bistrot, et qui déverse dans la rue son trop-plein de vin, sous forme de vomissure, et puis ensuite des insultes quand il croise des filles, disant, ma belle, t'as tout ce qu'il faut où il faut, tu veux que je te la montre? Et là on dit, oh, c'est un homme indigne. Alors voilà, pour les bourgeois, il ne suffit pas d'être homme pour être digne, il faut avoir une conduite qui le soit, et la conduite digne, c'est la conduite de quelqu'un qui se retient, qui se contient, qui se maintient. La conduite indigne, c'est la conduite de quelqu'un qui se laisse aller. Tous les orifices du corps sont un danger pour le bourgeois, pour la bourgeoise très digne. Il faut surveiller tous les orifices du corps comme on surveillerait une prison pour que personne ne s'échappe, vous voyez. Parce que précisément, tout ce qui sort du corps est considéré comme indigne. La bourgeoise va dissimuler son éructation. Vous savez qu'un être humain, même cette femme très bourgeoise, pour être femme très bourgeoise, elle n'en est pas moins un être humain. Et pour être un être humain, elle n'en est pas moins un être un peu animal. Et un animal, ça éructe et ça flatule plusieurs fois par jour. Mais attention, la bourgeoise dissimule toujours son éructation sous une toux vertueuse. Excusez-moi. Alors que l'homme indigne, lui, va rôter en public, vous voyez. La bourgeoise doit avoir les cheveux longs. Parce que dans les sociétés traditionnelles, il faut que les hommes ne ressemblent pas à des femmes. Mais attention, la bourgeoise, elle retient, elle contient tous ses cheveux dans un beau chignon. Et si au moment de l'union avec son mari, elle s'échauffe un peu le sang et que les cheveux tombent avec vous savez, les longs cheveux des bourgeoises, comme ça, avec les épingles et les peignes, attention, hors de question pour elle de sortir dans la rue comme ça, sinon on va dire que c'est une femme en cheveux, c'est-à-dire une femme indigne. Et quelles sont les femmes qui laissent leurs cheveux flotter? Les prostituées et les sorcières. Les prostituées, justement, c'est inconvenant qu'elles montent, un Baudelaire a écrit des poèmes, ils sont fascinés par la chevelure des femmes. Cette pilosité en évoque une autre. Voilà donc ce que c'est que la conception bourgeoise de la dignité, une conception discriminante, il y a des gens dignes et des gens indignes, et une conception hiérarchisante parce qu'il y a des degrés. Je dirais qu'au début du 19e siècle, les bourgeois ont inventé le dignitomètre. C'est un mot que j'ai inventé. Qu'est-ce qui mesure la température? Le thermomètre.
comment appellerons-nous l'appareil à mesurer la dignité des gens, sinon le dignitomètre? Et justement, la bourgeoise ne sort jamais dans les rues qu'avec cet appareil. Et quand elle voit passer le lord anglais, un homme très tenu, c'est un homme très bien. Là, le mercure du dignitomètre monte tout en haut. Il a un super score en dignité. Hein. Il a 0,9 sur 1. Après, il voit passer le poivreau qui déverse des insanités, qui vomit. Lui, c'est un homme indigne. Il a très mauvais score en matière de dignité. Ça, c'est la première conception. Et à cette première conception, je vais être plus rapide sur les autres, s'oppose la deuxième conception chrétienne. Parce que je crois que la grande idée, alors elle est commune aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens, mais les chrétiens ont insisté plus encore que les juifs et les musulmans sur cette idée. Qu'est-ce que c'est que être juif, chrétien ou musulman? C'est penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait tous les hommes à son image et ressemblance. Ça se trouve dans la Genèse, au tout début de la Bible, et ça c'est une formule que vous trouviez, qui est une formule admise aussi bien en un sens par les juifs que par les musulmans que par les chrétiens. Tous les hommes sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Et le fait que tous les hommes aient été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça donne une valeur absolue à l'homme. Et valeur, c'est dignité, dignitas, dignus. Le simple fait d'avoir été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu donne à tous les hommes une valeur absolue, et non pas relative. Une valeur inaliénable, et non pas aliénable. Une valeur intrinsèque, et non pas extrinsèque. J'explique ces mots. Chez les bourgeois, la valeur, la dignité, elle est relative à la conduite. C'est relativement à la conduite. Chez les bourgeois, alors, la dignité, elle est extrinsèque. Elle dépend de ce que l'on montre à l'extérieur. Elle est aliénable, on peut vous l'enlever. Si tout d'un coup, vous qui vous conduisez bien, vous vous mettez à vous laisser aller, on va vous dire que vous avez perdu votre dignité. En revanche, être chrétien, être juif, musulman, c'est penser que tous les hommes sont dignes parce qu'ils ont tous été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le fait d'avoir été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à l'homme. Même le péché, même l'inconduite, même la bêtise, même la violence ne peut pas faire cesser le fait d'avoir été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc pour les chrétiens, tous les hommes sont dignes. Alors les chrétiens le disent plus fortement encore que les juifs et les musulmans. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, le christianisme c'est la religion de l'incarnation. Hein, le verbe s'est fait chair. Et incarnatus est. Chantait Barbara Hendricks du temps qu'elle chantait bien dans la version de la grande messe en ut mineur de Mozart, un disque de gramophone accompagné par Karajan de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est très beau, c'était incarnatus est. Et alors l'idée c'est que le verbe s'est fait chair, le Dieu tout-puissant, omniscient, créateur de toutes choses, juge suprême, enfin. Et cet enfant fragile, cet enfant Jésus, fils de SDF, qui naît sur un lit de paille, vous voyez, dans une étable, il est réchauffé simplement par le souffle de deux animaux méprisés par l'Antiquité, l'âne parce que c'est pas le cheval et le bœuf parce que c'est pas le taureau, c'est le même. Et puis 33 ans après, ce Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, juge suprême, et cet homme cloué sur la croix, qui meurt de la mort des réprouvés, c'était les gens qu'on méprisait justement, qu'on clouait sur la croix, et qui va mourir sur la croix après avoir senti le sentiment d'abandon, c'est le même. Vous allez me dire que l'incarnation n'est pas une spécificité chrétienne. Il arrivait à des dieux païens de s'incarner. Par exemple, il arrivait à Zeus d'apercevoir du haut de l'Olympe une bergère bonne à trousser, et hop, il se faisait homme, et hop, si j'ose m'exprimer ainsi, il lui faisait un demi-dieu ou une demi-déesse. Mais l'incarnation païenne n'a rien à voir avec l'incarnation chrétienne. L'incarnation de Zeus et l'incarnation du Christ, ça n'a rien à voir, pour une raison toute simple. C'est que quand Zeus s'incarnait, c'est-à-dire quand il se faisait homme, eh bien, il s'incarnait dans les traits de la puissance humaine, de la force, de la beauté humaine, voyez. Par exemple, de la puissance. Je pense que quand Zeus se faisait homme pour faire l'amour à une femme, je suis sûr qu'il devait être d'une puissance extraordinaire, d'une virilité extraordinaire jusqu'au bout. Je n'imagine pas notre Zeus devenu homme avoir un petit passage à vide, hein, une petite mollesse, ce qui obligerait son amant de lui dire, je sais pas, ça m'arrive jamais, elle lui dirait, non, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Hein. Non, je suis sûr qu'il a dû être d'une puissance extraordinaire. Et donc, quand un dieu grec s'incarne, il prend les vêtements les plus nobles de l'homme, la force, la beauté, la puissance, la richesse, etc., la royauté. En revanche, l'incarnation chrétienne, c'est un Dieu qui prend expressément, les traits du plus fragile des hommes. La fragilité, la pauvreté, le mépris, etc., etc., vous voyez. Et alors ça a joué un rôle très important en Occident, au sujet de la dignité. L'idée, c'est que même l'homme qui croit avoir perdu sa valeur parce qu'il a perdu sa richesse, sa beauté, sa santé, sa puissance, sa renommée, ben non, il reste digne d'amour, vous voyez. Ça a été très important.
dans la promotion de l'idée selon laquelle tous les hommes sont dignes et selon laquelle la dignité, ça ne se perd pas. Hein. Alors, voilà pourquoi le christianisme a joué un rôle important. Que vous soyez homme puissant ou homme impuissant, femme belle ou femme qui ne l'est pas, homme riche ou homme pauvre, enfin, importe peu, le fait d'avoir été fait à l'image et la ressemblance d'un Dieu qui s'est incarné dans la plus fragile des chairs humaines, ça fait que tout homme a une valeur absolue. Et c'est ce que le christianisme nous l'a légué, et je crois que c'est très important. Mais en même temps, et voilà pourquoi il me faut dire un petit mot de Kant, en même temps, je dirais que l'affirmation chrétienne selon laquelle tous les hommes sont dignes, elle est fragile et source d'effets pervers. Petit a fragile, pourquoi? Parce que le raisonnement, c'est le suivant. Si Dieu existe, et si tous les hommes sont faits à son image et ressemblance, alors tous les hommes sont dignes. Ben oui, mais si Dieu n'existe pas, ça disparaît cette idée selon laquelle tous les hommes sont dignes. Imaginons qu'il existe. Attendez, il faut encore que tous les hommes soient faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Moi, je crois que tout chrétien, tout juif, tout musulman un peu sérieux doit dire que tous les hommes sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Malheureusement, ils ne l'ont pas toujours fait. Et vous avez entendu parler de la controverse de Valladolid, par exemple. Alors, sont-ils faits à l'image et la ressemblance de Dieu, ces personnages? Ça vous dit quelque chose, cette controverse? Ou non? C'est, vous savez, après Christophe Colomb, eh bien, qui a découvert le Nouveau Monde, eh bien, il y a des gens qui vont... des Européens qui vont là-bas, ils se disent, mais est-ce qu'ils sont faits à l'image et la ressemblance de Dieu, ces gens-là? Ils vivent tout nus, ils se mangent les uns les autres, ils ont la peau sombre. Non, non, ils sont des êtres intermédiaires entre les bêtes et les hommes, vous voyez. Donc, même chez les chrétiens, même chez les juifs et même chez les musulmans, le racisme a existé, l'antisémitisme existe, etc. Voilà pourquoi l'affirmation chrétienne sur laquelle tous les hommes sont dignes est fragile. Elle est suspendue à l'hypothétique existence d'un hypothétique Dieu nous ayant fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance. Donc c'est fragile. Pour que tous les hommes soient dignes, il faut que Dieu existe et c'est pas sûr. Et il faut que tous les hommes soient faits à son image et ressemblance et c'est pas sûr. Et puis petit b, c'est source d'effets pervers. Qu'est-ce qui s'est passé d'un peu malheureux au sujet de la dignité, notamment dans les hôpitaux? C'est l'idée suivante. Mais après tout, puisque le Christ était pauvre, puisque le Christ était malade, puisque le Christ était méprisé, plus je souffre, plus je suis proche du Christ. Plus je suis pauvre, plus je suis digne. Plus je suis malade, plus je suis digne. Et parce que l'affirmation chrétienne selon laquelle tous les hommes sont dignes, alors à mon avis, ça c'est une mauvaise lecture du christianisme, mais malheureusement elle s'est répandue dans le monde, parce que l'affirmation chrétienne selon laquelle tous les hommes sont dignes était à la fois fragile et source d'effets pervers, il fallait que Kant vînt. Et il est venu, troisième conception de la dignité. En 1785, Kant fait paraître les fondements de la métaphysique des mœurs. Il n'est pas là, mais il aurait pu être. S'il y est, les fondements de la métaphysique des mœurs. De toute façon, c'est ça, il est là. Et donc, et alors, dans ce texte, Kant dit des choses qui n'ont jamais été dites ailleurs au sujet de la dignité. Je le résume d'une formule simple, si vous me donnez un tout petit peu d'attention encore. Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni parti, si bien que tous les hommes sont dignes, et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Je répète cette phrase, Kant n'est pas toujours illisible, ça va ça. Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré au pluriel, ni parti US au pluriel, de sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité, et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Dans cette formule essentielle, Kant fait deux gestes au sujet de la dignité. Un geste de laïcisation par rapport à la dignité numéro 2, la dignité des chrétiennes, et un geste de démocratisation par rapport à la dignité numéro 1, la dignité bourgeoise. Le geste de laïcisation, il se trouve à la fin de la phrase. Et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire que même si Dieu n'existe pas, tous les hommes sont dignes. Kant ne suspend plus l'affirmation selon laquelle tous les hommes sont dignes à l'hypothétique existence d'un hypothétique Dieu nous ayant fait à son hypothétique image et ressemblance. Et puis geste de démocratisation, parce que Kant dit que la dignité, elle est sans degré ni parti. Sans degré ni parti. Ça veut dire que, rappelez-vous, chez les bourgeois, il y avait des degrés à la dignité, hein, ce que j'appelle le dignitomètre. Vous avez des scores, on mesure votre dignité. Alors le lord anglais, on lui met 0,99 sur 1 en dignité. On ne lui met pas 1, parce qu'un jour, même ce noble anglais, très coincé, très digne, il avait abusé un peu de whisky dans la chambre des lords, et à un moment, il n'a pas pu réprimer une petite éruptation. Du coup, pop, on lui met 0,9 sur 1. On ne met pas 0 à l'alcoolique qui déverse des insanités et qui viole sa petite fille, parce que quand même, on est allé à l'église, on dit peut-être qu'il est quand même fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc on lui met 0,1. Mais il y a des degrés. Or, Kant, qu'est-ce qu'il dit? Que la dignité, elle est sans degré ni parti. C'est-à-dire que pour Kant, il n'y a pas de degré. On n'est pas plus ou moins digne.
On l'est ou on ne l'est pas, et tous les hommes le sont. Il s'agit d'un langage informatique avant la lettre. En informatique, et je parle sous votre contrôle maintenant, c'est 0 ou 1, vous savez, ça passe ou ça casse. Hein. Eh bien, Kant met 1 à tout le monde en matière de dignité. Que vous soyez une magnifique femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, ou que vous soyez un paysan alcoolique, ignare et violent, vous avez 1. C'est comme chez Jacques Martin, hein, on met la même note à tout le monde. Tous les hommes sont dignes. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous également dignes de leur dignité. Parce que Dutroux, il est moins digne de sa dignité que l'abbé Pierre. Il faut regarder la conduite. Mais même celui qui se conduit mal, on juge qu'il a une conduite indigne parce que justement, il n'est pas à la hauteur de cette dignité qui lui appartient. Voilà ce que Kant nous a légué, qui est fondamental. Il manque quelque chose à Kant, et voilà pourquoi je dis vraiment 2 mots sur la conception relationnelle, parce que Kant n'a pas assez vu, assez dit, et que peut-être Hegel peut-être a dit, mais aussi Jean Cocteau, c'est que pour se sentir digne, il faut aussi que les autres nous regardent comme quelqu'un de digne, ce que j'appelle la conception relationnelle. Il ne suffit pas de dire comme Kant, tous les hommes sont dignes. Il faut encore qu'ils soient regardés par les autres comme tels. Si vous regardez le SDF qui fait la manche avec son chien puant, etc., comme un être indigne, il risque d'en douter de sa propre dignité. Si vous le regardez avec un peu de respect, voire avec un peu d'amour, il va peut-être retrouver le sentiment de sa dignité. Alors je ne dis pas que c'est la reconnaissance qui fait la dignité. Il ne faut pas dire que c'est la reconnaissance qui fait la dignité. Ce serait terrible. À ce moment-là, vous donneriez un droit de vie ou de mort sur chacun, sur la dignité d'autrui. Je te reconnais comme digne, tu l'es. Mais moi, nazi, je reconnais ce juif comme un être indigne, il ne l'est plus. Non, ce n'est pas la reconnaissance qui fait la dignité. La dignité précède la reconnaissance. Mais la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance de ma dignité, elle est très importante pour que j'en prenne conscience. Et je trouve que c'est ce que Jean Cocteau a très bien montré dans La Belle et la Bête. Il y a une scène qui est géniale. Vous savez qu'en fait, la bête, c'est un homme, hein, mais il a été victime d'un ensorcellement. Du coup, il ne peut plus présenter à la femme qu'il aime que les traits hideux d'une bête. Et il y a une scène géniale dans le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, qui est mieux que Walt Disney, même si on peut aimer Walt Disney, où la belle est dans ses appartements, elle entend du bruit. Et elle ouvre la porte et elle voit la bête en train de se gratter comme ça les flancs. « Que faites-vous devant ma porte ?» Et la bête répond « Pardon. » « Mais de quoi me demandez-vous pardon ?» Et là la bête dit « D'être une bête. » C'est une formule prodigieuse. En hôpital, j'ai entendu une vieille dame dire pratiquement la même chose à l'aide-soignante qui venait de la rechanger, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. La vieille dame a dit à l'aide-soignante « Excusez-moi, pourquoi vous me dites ça ? Ben regardez, je suis comme une bête, je fais sous moi. » Et l'aide-soignante, charmante au demeurant, elle dit un petit geste d'épaule qui veut dire « Et alors ? C'est pas parce qu'on ne contient plus, c'est pas parce qu'on n'a plus maîtrise de ses sphincters qu'on a perdu sa dignité. » Or, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est bon. Hein. Alors, à ce moment-là, la bête regarde la bête dans les yeux. Elle regarde la bête comme la bête ne veut pas être regardée. Quand quelqu'un vous fixe, vous regarde comme un objet, vous vous sentez victime, n'est-ce pas ? Vous êtes la proie des regards, ce qui prouve que le regard d'autrui est prédateur. Quelqu'un qui vous fixe, quelqu'un qui vous regarde comme un objet, c'est quelqu'un qui ne respecte pas votre dignité. Or, c'est ce que fait la belle à la bête, elle la regarde dans les yeux comme on regarde une chose. Et là, la bête dit « Ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard me brûle, fermez votre porte, fermez votre porte. » La musique de Georges Auric passe, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Et là, par la grâce des trucages, vous voyez de la fumée qui sort du corps de la bête. Eh bien, il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Si votre grand-père a la maladie d'Alzheimer et qu'il est comme ça dans le lit, et que vous le regardez comme une chose, que vous dites c'est un légume, c'est même plus un animal, hein. Si vous le dites c'est plus une vie ça. Les modernes, c'est ceux qui pensent que la dignité c'est la maîtrise, l'autonomie et l'indépendance. Et donc si vous perdez votre autonomie, si vous perdez votre maîtrise, la maîtrise de votre langage, de votre mémoire, de vos sphincters, hop, vous perdez votre dignité. J'appelle ça moderne parce que pour moi, pour nous autres philosophes, la modernité, ça commence avec Descartes, qui dit que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et résultat, tant qu'on est maître de soi comme de l'univers, de ses sphincters, de sa parole, alors on est quelqu'un de digne. Mais la perte de la maîtrise, ce serait une perte de dignité. La perte de l'autonomie, ce serait une perte de dignité. Et alors là, je trouve ça à peu près scandaleux, parce que Kant nous dit que la dignité, elle fait partie de la condition humaine comme telle, n'est-ce pas ? La perte des facultés n'est pas une perte de dignité. Parce que chez l'homme, ce qui est le plus important, ce n'est pas les facultés, c'est l'usage qu'il en fait.
Je connais des hommes qui ont toutes leurs facultés intellectuelles, sexuelles, pécuniaires. Ils ont des facultés extraordinaires pour charmer, pour plaire, etc. Mais leurs facultés, ils s'en servent comme de salopards. Eh bien, je trouve plus digne, vous voyez, l'homme qui n'a peut-être pas beaucoup de facultés, mais qui s'en sert avec un peu d'amour, un peu d'élégance, que le dernier. Voilà donc pourquoi je pense qu'il était important d'essayer de clarifier la notion de dignité. Voilà les conceptions